Quand tu as commencé à développer en Python, tu as très certainement dit que c'est un langage qui n'est pas typé, c'est-à-dire que tes variables et les paramètres de tes fonctions peuvent avoir les types qu'ils veulent sans pour autant que ça te renvoie des erreurs. Et c'est techniquement vrai, l'interpréteur, tu ne peux pas lui forcer à utiliser un type précis. Malgré tout, depuis Python 3.8, il y a une fonctionnalité qui existe qui va nous permettre de définir ce qu'on appelle des annotations de type. Ce concept, il va nous permettre de définir pour les différents éléments de ton code quels sont les types que tu dois utiliser. Et grâce à des outils qui sont développés par les créateurs de Python, tu vas pouvoir avoir des erreurs lorsque les types que tu utilises ne sont pas ceux que tu avais définis. Si jamais tu as déjà utilisé JavaScript et TypeScript, tu peux voir Python sans annotation de type comme JavaScript et Python avec des annotations comme TypeScript. Dans cette vidéo, on va commencer par voir comment installer et configurer les annotations de type sur VS Code. Ensuite, on va voir comment annoter des variables. Puis, on va voir comment annoter des structures de données comme les listes, les tuples et les dictionnaires. Et on va terminer la vidéo en voyant comment annoter nos fonctions. Quand on va vouloir mettre en place les annotations de type sur VS Code, on va devoir installer deux extensions et un module Python. Les extensions qu'on va devoir installer, ça va être MyPy, ici qui vient de Microsoft, pas celui-ci. Donc tu as juste à taper ici MyPy. En gros, ça c'est le type checker. C'est lui qui va te renvoyer des erreurs dans l'éditeur lorsque les annotations de type que tu utilises ne sont pas correctes. La deuxième extension que tu vas installer, ça va être Pylance. Normalement, Pylance, il est installé automatiquement lorsque tu installes l'extension de Python sur VS Code. En gros, c'est le language server. Un language server, c'est simplement ici dans ce cas une extension qui va être complètement consciente de ton environnement Python, c'est-à-dire des modules que tu as installés avec pip ou même de comment fonctionne ton code en interne dans un de tes projets. Une fois que c'est fait, une fois que ces deux extensions sont installées, tu vas te rendre sur le terminal et tu vas faire pip install mypy. Ici, cette extension elle va nous permettre de vérifier juste avant que le code soit interprété que les annotations de type sont correctes. Ici, dans mon cas, ça avait déjà été installé. La dernière chose qu'il te reste à faire, c'est de te rendre ici où il y a les petites brackets, d'avoir, normalement, toi tu auras type checking de .off, tu auras juste à cliquer switch to on et tu auras la même chose que moi ici, type checking basique. Maintenant qu'on a installé et configuré les annotations de type, on va commencer par voir comment annoter des variables. Je vais créer une variable nom qui va avoir comme valeur Jean. On sait ici que c'est une chaîne de caractères et on aimerait faire en sorte que ça reste uniquement des chaînes de caractères pour la variable nom. On a la possibilité de définir une nouvelle syntaxe avec les annotations de type pour spécifier le type d'une variable. Pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre juste après le nom de la variable. On va appuyer sur espace, on va faire deux points et le type qu'on veut. Ici, il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. Le type qu'on veut, c'est vraiment les types de Python. C'est-à-dire que lorsque on veut une chaîne de caractères, eh bien, ça sera str. Lorsqu'on veut un entier, ça sera int et ça sera toujours comme ça. La seule exception, ça sera avec les structures de données comme les listes, les tuples et les dictionnaires, où tu vas voir que c'est un petit peu plus complexe, mais rien de très compliqué. Pour définir ici que c'est une chaîne de caractères, on a simplement à définir str comme ceci. Et maintenant, nom est une chaîne de caractères et elle ne pourra rien être d'autre. Si jamais par exemple je fais nom est égal à 19, eh bien je vais automatiquement avoir une erreur qui me dit l'expression du type littéral 19. En gros, littéral c'est aussi une annotation de type qui veut simplement spécifier que c'est une valeur précise, pas un type mais une valeur précise. En gros, littéral 19 c'est juste pour dire 19. Est incompatible avec le type déclaré str. Et en gros, tout simplement, int qui vient de 19, puisque 19 c'est un entier, n'est pas compatible avec nom puisqu'on lui a précisé que c'était une chaîne de caractères et donc c'est pas compatible. Malgré tout, ici on a défini cette syntaxe, mais en réalité à partir du moment où tu actives les annotations de type avec Pylance et MyPy, eh bien surtout MyPy va être intelligent du fonctionnement de ton code. C'est-à-dire que ici, on va supprimer la notation qu'on avait mis 2.str, mais malgré tout, MyPy va être conscient que vu que non, tu l'as défini comme étant une chaîne de caractères, ici, tu as défini que c'était une chaîne de caractères, lui il va partir du principe que tout le temps, tu voudras uniquement des chaînes de caractères. Et donc quand tu vas redéfinir avec une valeur qui est différente d'une chaîne de caractères, tu vas voir que MyPy va te renvoyer une erreur. Et donc ça, c'est vraiment bien, puisque comme tu le vois, on a une erreur automatique.
Ce que j'avais dit avec le module MyPy, c'est que maintenant ce que tu vas pouvoir faire, c'est dans le terminal faire MyPy et le nom de ton fichier. Ici on voit que le mien s'appelle main.py. Tu vas pouvoir appeler la commande avec le fichier et en fait ça va te renvoyer les mêmes messages d'erreur. Et donc si jamais tu n'es pas sûr que ton code est correctement typé, dans un fichier entier, tu vas pouvoir appeler cette commande qui va te renvoyer les erreurs. Comme tu peux le voir, l'erreur est exactement la même ici que ici, sauf que ici on a des couleurs en plus, c'est un peu plus simple à comprendre. Mais en gros, le processus que tu vas faire pour être sûr que ton code est correctement typé, c'est que pendant le développement, tu vas voir ici qu'il va y avoir des erreurs. Ensuite, une fois que tu vas lancer ton code, tu vas appeler MyPy, et une fois que ça va être fait, tu vas simplement lancer le code normalement comme ceci. Mais là, quelque chose que tu vas voir, c'est que même si on a une erreur au niveau des annotations, ici on voit que ce n'est pas correct, quand j'ai lancé le code ici, je n'ai eu aucune erreur. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, il n'y a aucun moyen de définir à l'interpréteur que on veut utiliser un type précis. L'interpréteur, il est complètement déconnecté du type checker. Alors à quoi ça sert si jamais ça ne nous renvoie pas d'erreur lorsqu'on lance le code, même si on a une erreur au niveau des types? Eh bien, premièrement, c'est que ça va nous faciliter énormément le développement. Ça va nous éviter un grand nombre d'erreurs puisque sans les annotations de type, on peut utiliser n'importe quel type, potentiellement et très souvent des types qui ne sont pas les bons, et ne pas avoir d'erreur au moment où on développe comme ici, ou alors quand on appelle une commande comme MyPy, puisque sans les annotations de type, on n'utilise pas MyPy. Et donc en fait, ça va nous être utile pour de la documentation, pour faciliter le développement de nouvelles fonctionnalités et pour créer un code qui malgré tout reste plus sécurisé, puisque dans une grande base de code, si jamais tu te trompes très souvent dans tes annotations de type, eh bien l'entièreté de ton code ici va être en rouge, et en fait, si jamais tu ne changes pas le code, c'est vraiment parce que tu le veux. Et donc, malgré tout, la sécurité est quand même plus élevée lorsque les annotations de type sont activées. Alors juste avant de terminer cette partie sur les annotations de variables, j'aimerais te montrer l'entièreté des annotations sur les différents types primitifs et aussi comment le faire avec tes propres classes, puisque c'est aussi possible de le faire avec tes propres classes. Là, on a vu avec nom qui est une chaîne de caractères. Maintenant, on va le faire avec des entiers, des flottants et des booléens. Donc ici, on va définir une variable âge qui va être égale à 19 et on va la définir comme étant un entier avec la syntaxe 2 points et int. Quand on va avoir un flottant, donc ici par exemple argent est égal à 152.3, on va faire 2 points float. Quand ça va être un booléen, eh bien on va faire la même chose avec bool. Quand tu vas avoir ta propre classe, ici j'ai créé une classe utilisateur qui n'a aucune implémentation, c'est pas important, eh bien ce que tu vas pouvoir faire, c'est créer une variable utilisateur qui est un objet de utilisateur et mettre 2 points avec le type que tu veux. Mais encore une fois, ici, on voit que utilisateur est de type utilisateur. Tu vas pouvoir le voir ici, le type de tes variables. Si on supprime cette annotation, ça va quand même être utile, ça va quand même être du type que tu veux. Et donc, en soi, elle est redondante. Alors, quand est-ce que tu vas réellement devoir les utiliser? La plupart du temps, sur les variables, c'est pas forcément très utile, mais on va voir que ça va être utile pour ce qu'on va voir après. C'est-à-dire les structures de données telles que les listes. Et aussi, ça va être extrêmement utile, voire obligatoire, quand on va être sur des fonctions. Maintenant qu'on a vu comment annoter des variables, on va voir comment annoter des structures de données et on va commencer par les listes. Alors ici, je vais définir une liste qui s'appelle nom, qui va contenir un ensemble de noms, mais que je vais définir comme étant vide. Le problème avec cette liste, c'est que je suis incapable de savoir ce que je dois ajouter dedans tant qu'elle est vide. Je ne peux pas savoir si je dois lui ajouter des chaînes de caractères ou peut-être une classe personnalisée qui représente un nom. Je n'en ai aucune idée. Et ça, MyPy il en est conscient et il nous renvoie une erreur qui nous dit need type annotation for no. Puisque lui-même le comprend que sans annotation de type, on est incapable de savoir quels sont les éléments qui sont dans cette liste. La syntaxe pour définir une liste, en tout cas les annotations de type d'une liste, elle est un peu différente des types primitifs qu'on a vus juste avant, mais tu vas voir que c'est extrêmement simple. Tu pourrais te dire que simplement on devrait faire 2 points liste, et techniquement c'est vrai. Mais le problème c'est qu'une liste elle n'est pas uniquement définie par le fait d'être une liste, elle est aussi définie par ses éléments. En gros, une liste c'est pas simplement une liste, c'est une liste d'entiers, une liste de flottants ou potentiellement une liste d'objets personnalisés.
Et donc ça, on aimerait pouvoir le spécifier manuellement. Ici, dans notre cas, nom, ça représente une liste de chaînes de caractères. Donc pour spécifier que c'est une liste de chaînes de caractères, on va se rendre juste après le list. Ici, on va mettre des crochets et on va mettre le type qu'on veut, soit ici str. Et donc maintenant, quand on va se rendre ici, on va voir que nom est une liste de chaînes de caractères. Et donc maintenant, si on ajoute des éléments dedans, si c'est une chaîne de caractères, il va y avoir aucun problème. Mais par exemple, si je décide d'ajouter un entier, eh bien on va avoir une erreur qui nous dit que le littéral 6, donc 6 en lui-même, est incompatible avec une chaîne de caractères, puisque c'est un entier et non on veut une liste de chaînes de caractères. Et si jamais tu as une liste qui veut avoir plusieurs éléments dedans, donc comme ici, on va remettre l'entier et on veut donner la possibilité que cette liste possède des chaînes de caractères et des entiers. Et bien ce que tu vas faire, c'est que tu vas te rendre juste ici, tu vas mettre un espace et tu vas mettre la barre verticale que tu vas avoir avec Alt-GR lorsque tu es sur Windows, Alt-GR 6. Et ensuite, tu vas mettre l'autre type que tu veux, soit ici int. En gros, cette barre, c'est ce qu'on appelle un union de type et en gros, ça dit simplement que c'est une liste de chaînes de caractères ou d'entiers. Et donc, tu vas pouvoir mettre des éléments des deux types. Et donc, voilà. C'est comme ça qu'on définit les annotations de type de liste. Quand tu veux définir les annotations de type d'un tuple, ça va être un peu différent parce que dans un tuple, chaque élément est important. Puisque c'est un type qui est immuable et donc un tuple avec 3 éléments n'est pas la même chose qu'un tuple avec 5 éléments. Et donc dans ce cas-là, quand tu vas vouloir annoter un tuple, tu vas devoir définir l'annotation pour chacun de ces éléments. Ici, j'ai cherché à représenter une couleur et si jamais je cherche à définir ces annotations, je vais devoir faire tuple, mettre les crochets et cette fois-ci, je vais devoir faire l'annotation de chaque élément, donc ici int, int et int, qui chacun seront séparés par des virgules, soit int, int et int, comme ceci. Malgré tout, comme je t'ai dit, MyPy il est conscient du fonctionnement des annotations par rapport au type et aux valeurs qu'on lui donne. C'est-à-dire qu'ici, il est conscient que c'est un tuple avec 125, 36 et 0. Mais le truc, c'est que les tuples ne peuvent pas être modifiés à partir du moment où ils ont été définis. Et donc, en réalité, les tuples, lorsque la valeur elle est définie, tu n'es pas obligé de lui mettre une annotation, puisque l'annotation par défaut, ici, tuple littéral 125, 36 et 0, et comme je t'ai dit, littéral, ça permet simplement de dire que c'est une valeur précise, soit ici 125, eh bien est complètement vrai. Et donc, si par exemple ici je fais premier est égal à couleur 0, eh bien tu vas avoir directement littéral 125. Et ça sera complètement vrai. Et donc en réalité, les annotations de tuple, tu n'es pas obligé de les toucher. Malgré tout, il y a un cas qui est quand même assez important au niveau des annotations de tuples. C'est en partant du cas que tu vas avoir un ensemble de nombres, par exemple, qui est très long. 8 et 9. Où tu as quand même envie d'ajouter des annotations de type dessus pour que ça soit le plus clair possible. Le problème avec ça, c'est que la notation qui est ici, elle est illisible. Eh bien, ici, ce que tu seras obligé de faire avec ce que je t'ai dit juste avant, c'est de faire tuple int, virgule int et de le faire 9 fois. Le problème, c'est que c'est pas du tout lisible et en partant du principe, par exemple, que tu aurais 10 000 éléments, ça serait impossible. Eh bien, lorsque tu as un tuple qui a un nombre d'éléments qui est trop grand et que chacun de ces éléments sont du même type, tu vas simplement pouvoir définir la syntaxe tuple entre crochets le type de l'ensemble des éléments et ensuite une virgule avec 3 petits points. Et donc là, simplement, ce que ça veut dire, c'est que tu as un tuple qui contient un nombre non défini d'entiers, tout simplement. Avant de voir comment annoter des fonctions qui sont le concept le plus important de cette vidéo, on va voir comment ajouter des annotations à un dictionnaire et tu vas voir que c'est très simple. Ici, on a défini un dictionnaire âge qui contient simplement 2 personnes, Jean et Jeanne, avec leur âge respectif. Ici, on peut voir que les dictionnaires, c'est un peu différent parce qu'on va devoir définir l'annotation pour ces clés et pour ces valeurs. Ici, les clés dans âge sont des chaînes de caractères et les valeurs sont des entiers. Et bien pour faire ça, tu vas devoir faire dict, mettre encore les crochets et ensuite définir le type des clés, virgule, le type des valeurs, soit ici str int. Ici c'est très simple puisque toutes les clés sont du même type et toutes les valeurs sont du même type. Mais comment faire lorsque, ici dans notre cas avec une personne, les valeurs sont d'un type différent? Eh bien tu vas te rendre ici, tu vas encore une fois mettre dict, les clés sont toutes du même type, ce sont toutes des chaînes de caractères,
Et ensuite, ce que tu vas devoir faire, c'est réutiliser la syntaxe que tu avais utilisée pour les listes où tu voulais une liste de chaînes de caractères et une liste d'entiers. Ici, tu vas devoir faire la même chose pour une chaîne de caractères, un entier et un flottant, soit str, barre verticale, int, barre verticale, float. Ici, on l'a mis dans le même sens que lorsqu'ils arrivent dans le dictionnaire, donc en premier str, en deuxième int et en troisième float, mais en réalité, l'ordre n'est pas important, c'est-à-dire que tu as la possibilité de mettre int str float sans pour autant que ça soit faux. Depuis le début de cette vidéo, il y a de grandes chances que tu te poses une question qui est quelle est la réelle utilité de cette syntaxe avec les annotations de type. C'est vrai, puisque depuis le début de la vidéo, je te montre des syntaxes avec les deux points et le type que tu veux, mais à chaque fois je te dis que MyPy est assez intelligent et qu'il est capable de comprendre quels sont les types grâce à ces valeurs, et donc que c'est pas nécessaire de mettre la notation. Et donc, tout ce que tu as vu depuis le début, en réalité, dans le contexte des variables, la plupart du temps, c'est pas nécessaire, puisque la valeur de tes variables est toujours définie. Malgré tout, cette syntaxe elle va quand même être extrêmement importante puisqu'elle va être utilisée dans les fonctions, et dans les fonctions, tu ne vas pas avoir la possibilité de définir au préalable une valeur. Sauf dans le cas, par exemple, des paramètres qui possèdent une valeur par défaut, mais malgré tout, ça ne fonctionnera pas comme tu le veux. Dans une fonction, lorsque tu as un paramètre, tu n'as pas la possibilité de savoir avant quel va être le type de ce paramètre. Et donc dans ce cas-là, c'est là que les annotations de type vont être extrêmement importantes. Pour illustrer ce problème, on va créer une fonction qui s'appelle ajouter, qui prend paramètres a et b, et qui retourne simplement a plus b. Le gros problème avec cette fonction, c'est que j'ai la possibilité d'ajouter absolument tout ce que je veux. Malgré tout, moi ce que j'aimerais faire, c'est seulement pouvoir ajouter des entiers. Mais ici, on voit que si jamais je fais ajouter 1 et 2, eh bien ça va fonctionner, ça va me renvoyer 3. Je vais juste faire print pour ensuite pouvoir lancer le code. Mais si jamais après je fais ajouter avec la chaîne de caractère 1 et la chaîne de caractère 2, je n'ai aucune erreur. Ici, dans ces deux cas, c'est pas vraiment un problème puisque en soi le code est vrai. Il ne résonne pas comme moi j'aimerais qu'il résonne, mais il ne reste pas faux. Mais le problème va venir ici. Quand je vais essayer de faire ajouter avec l'entier 1 et la chaîne de caractère 2. Ici, tu peux voir qu'on n'a absolument aucune erreur alors que le code est complètement faux et va nous renvoyer une erreur quand on le lance. Et c'est ici que les annotations de type vont être extrêmement importantes puisqu'elles vont pouvoir définir le comportement qu'on veut et en même temps éviter ce genre d'erreurs qui sont très bêtes mais qui malgré tout arrivent très souvent. Pour ajouter des annotations de type à une fonction, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir annoter ses paramètres et son type de retour. Pour annoter ces paramètres, on va se rendre juste après le nom du paramètre et utiliser la même syntaxe que pour les variables. Ici, j'ai dit que je voulais simplement ajouter des entiers. Donc ce que je vais faire, c'est 2.int et faire la même chose pour b, 2.int. Pour la valeur de retour, on va se rendre juste après les parenthèses, faire un espace, ajouter le signe moins, puis le signe supérieur. Moi, ma police d'écriture qui s'appelle JetBrains Mono me permet d'avoir une flèche par défaut lorsque je mets le signe moins et supérieur. Mais ce n'est pas une fonctionnalité de Python, c'est simplement ma police d'écriture. Et ensuite, après la flèche, on va définir le type qu'on veut. Maintenant, quand on va se rendre ici sur la définition de la fonction, on va voir que la fonction prend en paramètre un entier, un autre entier et retourne un entier, ce qu'on va aussi pouvoir voir ici. Et ce qui est le plus important, c'est que maintenant, on va avoir des erreurs lorsqu'on va utiliser autre chose que des entiers. Et donc ici, si j'appelle par exemple MyPy avec main.py, eh bien je vais avoir une erreur. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier qu'on ne va pas avoir d'erreur. Par exemple, si j'enlève ici, les annotations ne sont pas correctes, mais si je lance le code, je n'aurai pas d'erreur. Encore une fois, les annotations de type ne sont pas liées à l'interpréteur. Pour être sûr que tu maîtrises les fondations de ce concept, on va créer encore quelques fonctions pour t'expliquer comment mettre en place tout ce que tu viens de voir dans le contexte des fonctions. Ici, on va faire une fonction qui prend paramètre un message et qui ne renvoie rien. C'est vrai, certaines fonctions ne renvoient rien, mais comment faire pour définir la notation de type de quelque chose qui ne renvoie rien? Eh bien, ici, on va créer une fonction afficher qui va prendre un paramètre un message. Ce message, c'est une chaîne de caractères. Donc, on va mettre 2 points et str puisque c'est une chaîne de caractères. Et ici, on va simplement faire print des tirés du 6 et
le message, comme ceci. Voilà. Ici, on voit qu'on ne retourne rien. Mais si tu as déjà fait cette erreur, ça t'est déjà arrivé de faire print une fonction qui ne retourne rien et que quand tu fasses ça, en fait, ce que ça va te renvoyer malgré tout, c'est le message, donc ce que tu voulais, et none. En fait, la réalité, c'est qu'une fonction qui ne retourne rien, c'est équivalent à une fonction qui retourne none. Et en fait, quand il y a ça, eh bien, si c'est équivalent, le type de retour, ça va simplement être none. Et ça, du coup, tu peux l'enlever, c'est pas obligatoire. Mais quand une fonction ne retourne rien, son type de retour, ça va être none. Et tu vas voir qu'en plus maintenant, MyPy va nous afficher une erreur qui nous dit que afficher ne retourne pas de valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ça nous renvoie une erreur? Eh bien, c'est parce que je cherche à afficher quelque chose qui ne renvoie rien. Et que quand on affiche un appel de fonction, eh bien, ça nous affiche ce qu'elle nous retourne. Et vu qu'elle ne nous retourne rien, eh bien ici, ça n'a aucun sens de vouloir afficher quelque chose. Et donc, lorsqu'on enlève le print, l'erreur est enlevée. On va aussi pouvoir utiliser nos classes personnalisées dans les fonctions pour soit les paramètres, soit les types de retour. Ici, je vais créer une fonction qui s'appelle créUtilisateur. Utilisateur qui va simplement prendre en paramètre un email et un mot de passe. Et en fait, ce que cette fonction elle va faire, c'est qu'elle va nous renvoyer un utilisateur avec son email et son mot de passe. Et en gros, le type de retour de cette fonction, ça va simplement être, donc du coup, encore une fois, c'est moins et supérieur, et simplement la fonction en elle-même, la classe en elle-même. Tu ne vas pas définir avec des parenthèses ou quoi que ce soit, ça va simplement être la classe en elle-même. Un élément qui est très important et que je veux quand même te montrer, qui est dans le cas des méthodes. Si par exemple ici tu crées une méthode qui s'appelle, peu importe, je vais l'appeler test, mais que cette méthode elle retourne self. En gros, elle retourne, oui c'est vrai qu'il faut qu'elle prenne self en paramètre du coup, qui retourne l'objet en lui-même. Comment faire pour retourner un objet de sa propre classe au niveau des annotations? Eh bien, on vient de voir que si on voulait retourner un utilisateur, on retourne l'utilisateur simplement. Mais en fait, le problème, c'est que si je fais ici la flèche utilisateur, eh bien, on peut voir que utilisateur n'est pas défini. La raison, c'est que dans utilisateur, on n'est pas conscient que utilisateur existe. C'est en dehors de sa portée. Mais malgré tout, on veut quand même avoir la possibilité de le faire. Et bien pour faire ça, ce qu'on va simplement mettre, c'est je sais plus comment ça s'appelle, mais le truc des chaînes de caractères pour définir la notation. Et là, comme tu peux le voir, des guillemets. Je crois que c'est des guillemets. Et en gros, ici, on n'aura aucune erreur et on va bien définir qu'on retourne un utilisateur. Maintenant, on va utiliser des types qu'on a vu après, donc les structures de données. Donc on va créer une fonction somme qui va prendre en paramètre un entier n, qui va prendre en paramètre une liste, qui va être une liste d'entiers, et qui renvoie simplement un entier et qui renvoie somme de liste. Comme tu peux voir, c'est extrêmement simple à utiliser lorsque tu vas avoir des types comme les listes, les tuples ou les dictionnaires. Tu vas avoir exactement la même syntaxe qu'on a vu depuis le début. Et là, comme tu peux le voir, les types qu'on a vus dans le début, dans les deux premières parties de la vidéo, sont extrêmement utiles dans le contexte des fonctions. Là, tu viens de voir les fondations des annotations de type, mais la réalité, c'est que ce concept, il va beaucoup plus loin. Il y a énormément de concepts beaucoup plus avancés, tels que les types génériques, les protocoles, les typedict ou les nametuples, qui sont des concepts beaucoup plus avancés qui sont introduits par les annotations de type que je ne peux pas courir dans cette vidéo, sinon elle serait beaucoup trop longue. Donc si jamais tu es intéressé par ce concept, moi je te conseille sincèrement d'aller te renseigner directement sur la documentation de Python, puisque c'est quelque chose qui va vraiment te permettre d'améliorer grandement la qualité de ton code et de te faire passer d'un simple niveau intermédiaire à un vrai niveau d'expert, puisque c'est vraiment quelque chose qui va te permettre de créer un code bien plus maintenable et sécurisé, même si ça ne te renvoie pas forcément d'erreurs lorsque tu lances le code et qu'il y a des erreurs au niveau des annotations. C'est quelque chose, moi, qui personnellement a vraiment changé complètement la qualité de mon code et qui l'a vraiment amélioré. Et si j'ai un conseil à te donner, c'est de te renseigner le plus possible sur ce concept, puisque c'est quelque chose qui est vraiment incroyable pour Python. Quelque chose qu'on lui reprochait depuis toujours, c'était le fait qu'il ne soit pas typé
et que du coup le code ne soit pas de très bonne qualité. Et c'est vrai, on a vu plusieurs exemples qui nous montrent que c'est un code qui n'était pas très bien. Et aussi quelque chose que je veux te montrer avant de terminer, auquel je pense, c'est que ici, quelque chose qui est incroyable, c'est que là on a défini que c'était une liste d'entiers, et donc une liste. Et donc maintenant, si jamais on va dans la fonction, on va pouvoir directement définir, on va pouvoir faire liste point, et on va avoir accès à toutes ces méthodes. Alors qu'avant, si on n'avait pas d'annotation, eh bien on n'aurait eu aucune méthode lorsqu'on fait point. Et c'est ça qui est vraiment bien avec les annotations, c'est que ça nous facilite grandement le développement de nouvelles fonctionnalités. Et si on l'a avec une simple liste, ça veut aussi dire qu'on va pouvoir l'avoir avec nos propres classes et donc vraiment créer des fonctionnalités qui sont beaucoup plus simples à utiliser.